Alors bonsoir chers auditeurs, pour une fois nous changeons un petit peu de registre, en tout cas je change de registre, puisque cette fois nous allons procéder à un petit débat sur des thèmes de politique étrangère, et notamment avec les élections américaines qui viennent de se produire, un débat sur l'avenir de la politique étrangère américaine, mais également sur l'avenir de l'intégration européenne, car aujourd'hui avec nous, nous avons Christopher Bickerton, que les étudiants de PSIA connaissent bien pour son cours de World Politics tous les mardis matins de 10h à midi, mais qui est également chercheur associé aux séries et docteur de l'Université d'Oxford en relations internationales, et l'auteur d'un livre qui sortira a priori en décembre sur justement l'intégration européenne et édité aux presses universitaires d'Oxford. Bonjour Monsieur Bickerton. Bonjour, bonsoir. Voilà, donc si vous voulez bien, nous allons commencer par plutôt organiser le débat selon quelques questions que nous avons préparées. La première que j'aimerais vous poser, c'est savoir si, selon vous, on peut attendre grand-chose d'un président qui, durant son premier mandat, donc en l'occurrence Barack Obama, n'a pas vraiment, on va dire, eu l'occasion de faire des coups d'éclat en matière de politique étrangère et qui, au contraire, a été assez attaqué, notamment sur la gestion de l'affaire libyenne, tant par les républicains que par les personnels de son camp. Je voulais donc savoir si il y a quelque chose en fait à attendre en politique étrangère de Barack Obama selon vous. Bon, je pense que c'est vrai qu'au moment d'être élu en 2008, effectivement, il y avait énormément d'attentes, essentiellement à cause de l'originalité du personnage, je pense. Et en quelque part, ces attentes-là se sont portées sur la politique étrangère. Et donc, il y a eu une idée que peut-être, simplement par rapport à son précédent, à Bush, Obama allait mener quelque chose de différent, radicalement différent en politique étrangère. Alors je pense que, moi je dirais que ces attentes-là se portaient un peu sur la politique étrangère, mais étaient vraiment par rapport à lui. Et donc le moment historique, je crois, pour Obama, c'était son élection. C'était le fait qu'un président américain soit tiré de la communauté noire africaine. Et par rapport au reste, on ne savait pas trop. On ne savait pas trop ce qu'il allait faire, quelles allaient être ses propositions. Donc ces attentes-là vraiment venaient de lui. Et donc après, il y avait le contraste avec le président sortant Bush, qui avait mené une politique étrangère particulière, il faut le dire, qui a été marquée par les événements du 11 septembre, qui a été décrit comme étant une politique très idéaliste, très focalisée sur l'exception américaine, et des guerres en Afghanistan, ensuite en Irak. Donc la différence par rapport à Bush, c'était un peu évident qu'Obama n'allait pas faire exactement la même chose. Donc on sentirait qu'il y avait quelque chose de différent par rapport à sa politique. Alors ce que vous dites là est vrai, mais pourtant on a également des éléments de continuité et des choses qui d'ailleurs lui ont été reprochées, comme par exemple la non-fermeture, donc ça c'est un non-événement de Guantanamo, qui est donc toujours active et qui continue donc d'être un exemple de viol du droit international. Mais également d'ailleurs l'Afghanistan qui finalement s'est intensifié sous Barack Obama. On peut dire que c'est sa guerre en Irak à lui, pour le dire un petit peu trivialement. Donc est-ce que vous pensez que sur ces éléments-là on a eu plutôt continuité avec l'ère Bush selon vous? Oui, donc je pense que ce que je voulais souligner, c'était que on sentait qu'il y aurait quelque chose de différent, pas par rapport à un projet stratégique élaboré par le candidat Obama durant la campagne en 2008. C'était plutôt le contraste avec son prédécesseur. Et puis aussi le fait qu'on s'attendait que quelqu'un comme lui ferait quelque chose de différent. Donc, alors effectivement, dans les faits, la chose, je pense, la plus marquante des 4 années d'une administration démocrate, ça a été vraiment la continuité. Maintenant, je pense que on s'attend plutôt à ce que Obama essaye de développer des choses qu'il a déjà commencé durant son premier mandat. Il y a quand même eu quelques inflexions, il faut dire, il y a eu quelques éléments de changement. Tout à fait. Et donc la continuité, c'est ce qui est le plus frappant. Je pense que vous avez bien souligné ça. Mais par exemple, d'essayer d'orienter un peu la politique étrangère des États-Unis vers l'Asie. Ça a été un peu controversé en Europe parce qu'on s'imaginait qu'Obama il ignorait les Européens.
Ça, c'était quelque chose de conscient, c'était un élément stratégique important. Peut-être maintenant, il pourra aller un petit peu plus loin dans cette direction-là, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, à mon avis, et personnellement, j'ai pas énormément d'attentes vis-à-vis le nouveau président. Je ne pense pas que d'un jour au lendemain, il va sortir une nouvelle idée de sa poche. Et durant la campagne, sur la question de la politique étrangère, il n'y avait pas énormément de différence entre Romney et Obama. On n'avait pas l'impression que Obama allait radicalement changer son approche. Donc d'ailleurs, pour revenir aux élections américaines, est-ce que c'est une victoire de Barack Obama ou c'est plutôt une défaite de Mitt Romney? C'est un peu la question qu'on se pose. Et dans ce cas-là, est-ce que ça ne va pas remettre en cause son programme pour 4 ans? On dit beaucoup que vu la conjoncture économique aux États-Unis, on aurait supposé qu'un président sortant ait vraiment du mal à se faire réélire. Et c'est vrai que si on compare avec d'autres élections nationales dans notre pays qui sont effectivement aussi dans une crise économique, on peut penser à la France, mais à un certain nombre d'autres pays comme ça, il y a eu un changement de gouvernement. Donc l'alternance s'est imposée à cause de la conjoncture. Donc voilà, dans le cas des États-Unis, on pourrait s'imaginer que c'est vraiment Romney qui n'a pas réussi à assurer l'alternance à cause de son personnage, à cause de sa campagne, etc. Je ne pense pas que c'est tout à fait... c'est pas aussi simple que ça. Je pense que quand même Obama, il a réussi à maintenir un niveau de soutien très important par rapport à lui, par rapport à sa politique, par rapport à l'alternative qui se posait avec Romney. Et donc c'est pas seulement que Romney a perdu, mais Obama, en quelque sorte, a aussi quand même gagné. Moi j'ai été très très frappé par le premier débat entre les deux. On a dit que c'était Obama qui avait perdu, etc. Et c'est vrai qu'en regardant ce débat-là, on était frappé par le fait qu'Obama avait l'impression qu'il n'avait pas envie d'être là. D'ailleurs, lui-même l'a reconnu après, il l'a peut-être pas utilisé dans ces termes, mais avait reconnu ne pas avoir été assez offensif et promettait de se rattraper sur les sujets de politique étrangère où, pour le coup, il a été bien meilleur que M. Romney qui a plutôt multiplié les gaffes et les lieux communs. Voilà. Ouais. Mais c'est quand même assez incroyable que quelqu'un qui se porte candidat pour une élection présidentielle donne l'impression que pour le premier, vraiment l'intérêt de la population porte sur ce premier débat pour voir comment se passe la confrontation, qu'il arrive sans avoir vraiment l'impression d'être très motivé. Alors, ça reflète, je pense, un aspect de son personnage qui est quelqu'un d'assez assez arrogant et assez hautain, assez distant des gens. Et je crois qu'il a dû se forcer un peu à entrer dans le jeu et de confronter Romney, qu'il s'imaginait être un candidat pas vraiment à sa hauteur. Donc il y a eu un changement au cours de la campagne. Et vers la fin, je crois que quand même il y a eu un gros effort. Vraiment gagner la campagne plutôt que simplement voir ce qui allait se passer. Mais sans le souffle d'espoir qu'il apportait il y a 4 ans en fait. Le problème c'est de réitérer la prouesse déjà d'avoir un président de couleur et qui apporte autant d'espoir. Les États-Unis étaient dans une situation assez critique. Oui, d'ailleurs, dans les faits, on n'a pas eu cette vague d'espoir, puisque le soir même de l'élection, il y a eu peut-être une liesse dans les QG de campagne, on va dire, mais hormis ça, pas de grande liesse populaire, comme ça avait été le cas en 2008, dans les rues, et qui avait duré toute la nuit. Là, ça n'est pas du tout le cas. Oui, mais c'est toujours difficile de maintenir ce genre d'état d'esprit pour les personnes. Mais je pense qu'il y avait quand même une certaine attente vis-à-vis de lui. Il n'y avait pas le même enthousiasme, et donc l'objet principal pour Obama, c'était de confronter pas le désespoir, mais une certaine désaffection vis-à-vis de lui, vis-à-vis ses 4 années au pouvoir. Je pense qu'il a réussi plus ou moins, mais on est dans un contexte où visiblement les gens ils s'attendent pas à quelque chose de différent ou quelque chose de nouveau. Là maintenant on sait ce que ça va donner, on pense que c'est mieux que l'autre option, mais il n'y a pas vraiment cet enthousiasme. Donc pour revenir à la politique étrangère, on ne s'imagine pas qu'il y aura vraiment quelque chose de radicalement nouveau. Alors une possibilité, c'est que Obama, avoir accompli, si vous voulez, son devoir historique de se faire réélire, ait un sentiment de liberté et qu'il puisse s'engager un petit peu plus. Personnellement, j'y crois pas trop. Ah oui, vous y croyez pas. Dans quel sens il pourrait s'engager ? Sur quelle mesure concrètement ? D'être un petit peu plus dur, simplement, d'insister un petit peu plus,
Mais sur quel dossier particulier devrait-il être plus dur, comme vous dites? Bon, on a beaucoup discuté de sa faiblesse vis-à-vis le conflit israélo-palestinien. L'Iran aussi, c'est un dossier qui est présent, mais qui n'a pas vraiment vu une dureté du côté des États-Unis. Donc c'est possible qu'il ait un peu le sentiment d'être plus libre dans ses propos et dans ses actions. Il a toujours l'ambivalence d'avoir reçu le prix Nobel de la paix. Et du coup, est-ce que ça le retient pas justement face, par exemple, face à l'Iran? Si vous lisez le discours qu'il a fait au moment où il a reçu ce prix Nobel, il dit assez clairement que il est content d'avoir reçu ce prix-là, mais ça n'empêche pas que des fois la violence, disons s'engager en guerre, faire des actions militaires, sont une partie essentielle des relations internationales. Oui, tout à fait. Donc frappe de drones au Pakistan et même le raid, toujours au Pakistan d'ailleurs, contre la villa de Ben Laden, je pense que ce sont des exemples assez criants de l'utilisation du Nobel de la paix que M. Obama a fait, tout simplement. Il pourrait d'ailleurs se poser en faiseur de paix dans le conflit israélo-palestinien, vous y croyez ou... Non, pas du tout. Je crois que, et même s'il essayait, il aurait le problème avec ce conflit-là, c'est que les États-Unis ils font partie de ça. Ils sont impliqués, ils sont dedans depuis longtemps. C'est pas un acteur neutre. Et donc, pour s'imposer de cette manière-là, il faudrait se transformer en acteur avec une neutralité que visiblement les États-Unis n'ont pas. Donc, non, là, ça devient difficile. J'aurais une dernière question à vous poser avant de passer au prochain sujet sur l'intégration européenne, et c'est une question qui va servir de transition justement sur l'Europe, qui a été un peu la grande absente en termes de thématique de la campagne, et notamment des débats télévisés entre Obama et Romney. J'aimerais savoir, ou plutôt avoir votre avis, est-ce que vous pensez qu'on assiste, par cette absence de l'Europe, des thèmes de campagne, à une sorte de banalisation des relations américano-européennes? Et par banalisation, j'entends qu'elles ne sont plus prioritaires, ni même plus importante que les relations avec la Chine, dont on a entendu parler durant toute la campagne, ou même avec le Brésil, l'Inde et l'Asie en général. Est-ce que vous pensez justement qu'on assiste un peu à la fin d'une alliance très serrée entre l'Europe et les États-Unis? Je pense que si un sujet n'est pas présent dans la campagne électorale, ça n'indique pas forcément grand-chose sur le fond. Donc, en gros, on n'a pas parlé beaucoup de politique étrangère. Donc, le fait qu'Europe soit absente aussi, ça fait un peu partie du fait que les campagnes se focalisent toujours vraiment sur des questions nationales, d'économie, etc. Cela dit, vous avez raison, mais il y a eu beaucoup de déclarations autour du pivot en Asie, et c'est même présent dans la Strategic Defense Review qui pose clairement que c'est désormais la zone d'action prioritaire des États-Unis. Et là, ça, c'est quelque chose de très concret. Oui, donc sur le fond, est-ce que les États-Unis ont tendance maintenant à se désintéresser un petit peu de l'Europe ? Dans un contexte historique un peu grandiose, c'est vrai que l'engagement des États-Unis en Europe s'était structuré par la guerre froide. À la fin de la guerre froide, il y a eu un changement stratégique qui ne s'est pas traduit directement dans les faits, mais ça s'est senti durant les années que les États-Unis il y avait moins d'urgence d'avoir une relation très, très, très étroite et étoffée avec l'Europe. Ceci dit, je pense qu'il y a pas mal disons, cette idée que les États-Unis sont en train de se concentrer sur d'autres choses et ils sont moins intéressés par l'Europe, ça reflète un petit peu un débat européen finalement. Et un certain souci des Européens de perdre leur place dans les relations internationales et de ne pas avoir une position privilégiée vis-à-vis les États-Unis. Et ça, c'est un peu un débat intérieur européen et qui parle un peu des soucis et des doutes quasiment existentiels des Européens, plus qu'une lecture vraiment des faits stratégiques de la politique mondiale. D'accord, très bien. Donc passons à l'Europe avec un changement de registre. Je vais vous poser quelques questions. Questions courtes, réponses courtes. Je sais que c'est pas évident pour un académique. J'essaierai. Donc première question, le prix Nobel de la paix adressé à l'Union européenne, c'est une farce ? Une farce, non, c'est quelque chose de sérieux. Les gens, ils ont réfléchi, ils ont pris leurs décisions avec des justifications tout à fait correctes. À mon avis, je pense pas que l'Union européenne, on parle de l'Union européenne, mérite ce prix. Je pense que c'est tout à fait ridicule d'attribuer à l'Union européenne ce prix. Mais
une farce, non, une farce, ça remet un peu en question l'idée du prix Nobel, mais moi j'aurais pas pris cette décision-là. Non. Et pourquoi donc estimez-vous que c'est une farce? Quels sont les éléments qui font que vous pensez que ce n'est pas sérieux de donner ce prix à l'Union européenne? Pas que c'est pas sérieux, mais juste qu'ils ont eu tort, simplement. Des personnes plus prioritaires, vous voulez dire, qui auraient mérité ce prix plus que l'Union européenne? Non, disons que je pense que ça pose différentes questions. Hein. Ça pose la question de est-ce que l'Union européenne, dans son ensemble et dans son... Je ne sais pas, ça n'a pas été toujours l'Union européenne, mais dans ce que c'était dans les début des années 50, est-ce que cette institution ou ces institutions ou ce processus d'intégration a vraiment contribué à la paix en Europe? Je dirais que c'est la paix qui a fait l'Union européenne ou qui a fait l'intégration européenne. C'était au sens inverse que ce que propose le prix Nobel. Autre petite question, donc Mario Draghi, qui est à la tête de la BCE, donc de la Banque Centrale Européenne, est un ancien de Goldman Sachs. Mario Monti, président du Conseil italien, est un ancien de Goldman Sachs. Donc on prend les mêmes, on recommence? L'Union européenne, en fait, c'est le règne de l'impunité? Ce que j'ai à dire sur ces personnes-là, c'est pas nécessairement par rapport à leur carrière hein, et puis leur présence dans une institution comme Goldman Sachs. On peut toujours créer une histoire autour du fait qu'il y a un complot, hein, il y a un complot des institutions financières pour maintenir leur pouvoir. Non, le problème... Excusez-moi. Le problème avec Monti et avec Draghi, ce sont des personnages avec un pouvoir considérable, politique, dans des institutions, donc dans le cas de la Banque Centrale Européenne, qui est assez indépendant du pouvoir politique, donc de l'influence des majorités politiques. Dans le cas de Monti, c'est un homme politique, hein, mais dans ce contexte-là, c'est un technocrate et qui est à la tête d'un gouvernement technocratique. Et donc j'aurais une critique à faire au niveau de la démocratie, que ces gens-là ont passé par Goldman Sachs, beaucoup de personnes ont passé par Goldman Sachs. D'accord. Donc vous qui êtes un Britannique, est-ce que le Royaume-Uni est encore un pays européen ? Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on peut dire beaucoup de choses sur le rapport qui existe entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Je serais personnellement très surpris si, suite à un référendum national, les Britanniques décidaient de quitter l'Union européenne. D'accord. Il demeure, si je peux me permettre, il demeure quand même que la Grande-Bretagne parvient chaque année à se faire rembourser presque tout ce qu'elle doit, on va dire, à l'Union européenne en termes de contribution budgétaire. Est-ce que c'est pas là un signe justement d'une volonté d'être en dehors de l'Union européenne, mais en même temps profiter de certains éléments comme l'espace Schengen ou d'autres accords commerciaux de ce genre-là? Vous pensez que c'est ça? Non, je pense que cet accord qui a été trouvé en 1984 de rendre de l'argent aux Britanniques, ça ne représente pas plus que le fait qu'ils soient entrés dans un moment où ils étaient très faibles et la communauté elle était déjà en place et beaucoup de ces programmes, notamment les programmes pour l'agriculture, ne favorisaient pas le modèle britannique. Et donc ils se sont retrouvés en train de payer plus que, à leur avis, hein, c'était Margaret Thatcher qui a négocié ça, elle pensait que c'était pas juste tout simplement. Donc ça reflète un peu un rapport assez particulier et pas facile avec Bruxelles, mais ça ne dit pas plus que ça. Hein. Vraiment, c'est sur des questions de finances. Dans son ensemble, je pense que philosophiquement, etc., les Britanniques sont tout à fait des Européens. Donc 4 manières de définir l'Union européenne, vous en choisissez une. Donc l'Union européenne est-elle, premièrement, un ensemble d'institutions faussement démocratiques? Proposition numéro 2, une boîte noire que personne ne comprend et ni ne contrôle. Réponse 3, un OPNI, donc un objet politique non identifié. Ou réponse 4, une union d'élites politiques et économiques en quête de reconnaissance. Bon, des options assez biaisées, mais j'aime bien la quatrième. Oui. Je pense la quatrième. La quatrième, elle me semble peut-être plus correcte que les autres. Union donc élitiste. Donc pour finir cette interview, donc on va parler de votre prochain ouvrage qui va paraître. Donc votre thèse sur l'Europe, donc celle que vous soutenez, est qu'il faut étudier l'Union européenne, donc si je ne m'abuse, comme un processus de transformation des États. Donc les États passeraient de la forme d'État-nation à État membre, selon vous. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc en ce qui concerne l'intégration européenne et surtout l'analyse qu'on a tendance à faire de l'Union européenne, on s'imagine toujours que c'est quelque chose qui existe là-bas, c'est-à-dire à Bruxelles, loin,
que c'est un... Bon, dans le contexte britannique, on dit souvent que c'est un État supranational. En France ou ailleurs, on s'imagine que c'est un agent néolibéral. Mais on s'imagine toujours qu'il y a un clivage important entre l'échelle nationale et l'échelle supranationale. Et donc, quand on essaye de comprendre ce processus, on se dit, est-ce que le pouvoir politique et l'autorité politique demeurent à l'échelle nationale, donc à Paris, à Berlin, etc., ou est-ce qu'elle a tendance à se transférer vers Bruxelles et se centraliser à Bruxelles? Donc ça, c'est le schéma qu'on a, le schéma spatial qui est très présent dans le débat politique. Alors, ce que j'essaye de démontrer dans le livre, c'est que finalement, si on se pose la question, alors, est-ce que le pouvoir politique a été vraiment centralisé à Bruxelles ou est-ce qu'il a tendance à se centraliser à Bruxelles? C'est pas le cas. On ne retrouve pas, même si on cherche longtemps, on ne trouve pas de proto-État supranational à Bruxelles. Cependant, on trouve un nombre croissant de représentants nationaux et de bureaucrates nationaux à Bruxelles. Et donc ce que j'essaie de démontrer dans le livre, c'est que si on conceptualise l'État en Europe comme étant un État membre, ce que j'essaie de démontrer, c'est que ça veut dire un État qui a tendance à exercer le pouvoir à travers des schémas institutionnels extérieurs à l'État national, et donc en l'occurrence à Bruxelles. Et ça, c'est pas un État-nation classique, mais plutôt un État membre. Mais c'est pas un État supranational bruxellois. C'est toujours le pouvoir national, mais qui se concentre à Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on attend avec encore. hâte la parution de votre ouvrage. Et d'ici là, je vous reverrai avec plaisir mardi lors de votre prochain cours de World Politics. À la semaine prochaine alors. Tout à fait, merci. Petit lobby.